Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction de NCI. Dans les titres de l'actualité de ce 27 mars, la première dame Dominique Ouattara, à travers sa fondation, poursuit ses actions de charité. Après les chrétiens il y a quelques jours, c'est au tour de la communauté musulmane d'en bénéficier. Et puis, visite de terrain à l'agenda du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il a inspecté plusieurs chantiers clés, on en parle dans le détail. Les ressortissants ivoiriens également sous le choc après l'attentat à Moscou perpétré il y a 4 jours et qui a fait 143 morts. Après les chrétiens la semaine dernière, c'est au tour de la communauté musulmane de bénéficier de dons faits par la Première Dame. Pour marquer le Ramadan, ils ont reçu des vivres pour un montant global de 130 millions de francs CFA, des dons réceptionnés par les guides religieux lors d'une cérémonie de remise officielle au cabinet de la Première Dame. Nadia Edja, Fulgence Kissiedo. 130 millions de francs CFA de vivres composés de riz, sucre, huile, etc. Voici de quoi combler les personnes vulnérables de la communauté musulmane alors que se déroule la deuxième décade du mois de Ramadan. Des produits alimentaires offerts par la Première Dame, Dominique Ouattara, qui a fait de cette cérémonie une tradition. Cette année, ce sont des dons composés de vivres d'une valeur de 130 millions qui seront distribués aux mosquées et aux associations musulmanes afin d'accompagner les familles pour la rupture du jeûne. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Avec les déguerpissements qui ont eu lieu, le cheikh Ould-Aïma a décidé de transférer la quasi-totalité des dons que nous avons reçus à ces personnes qui sont devenues vulnérables. Ce geste de générosité renouvelé de la Première Dame doit servir de modèle selon le représentant du ministre de l'Intérieur. À l'exemple de cette très grande dame, les Ivoiriens dans leur ensemble ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Les Ivoiriens dans leur ensemble devraient accorder davantage d'attention à ceux d'entre nous qui, dans nos familles, nos communautés, notre société, ont été moins avantagés par la vie. Pour la ministre Miss Belmondo Dogo, cette cérémonie s'inscrit dans la continuité des actions du gouvernement pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. Vous avez décidé de mettre chaque année des vivres aux personnes démunies. Chaque année donc, pendant le mois de Ramadan, vous êtes aux côtés des musulmans, mais surtout aux côtés des musulmans les plus vulnérables pour leur permettre de passer un bon mois de jeûne. Madame la Première Dame, votre générosité n'a pas d'égal. J'en veux pour preuve les nombreuses actions en faveur des femmes et des enfants en détresse, dont la dernière en date est le magnifique gala de levée de fonds qui a été une totale réussite. Le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre pays un havre de paix et de solidarité vraie. En plus du jeûne au mois de Ramadan, la zakat ou aumône constitue l'un des 5 piliers de l'islam. À l'initiative de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, plusieurs femmes entrepreneurs ivoiriennes installées à Londres ont pris part à une conférence débat sur l'autonomisation de la femme. Une occasion mise à profit par la chef de la représentation diplomatique ivoirienne, Sarah Amani, pour mettre en lumière les instruments d'autonomisation de la femme mis en œuvre dans le pays, dont le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui impacte à ce jour des centaines de milliers de femmes. Thiemé Danger. Les initiatives de l'État en faveur de l'autonomisation de la femme, présentées aux femmes entrepreneurs de la diaspora ivoirienne, au Royaume-Uni. Une action de la chef de la représentation diplomatique ivoirienne à Londres, Amani Sarah, visant à promouvoir les mécanismes et leviers de financement mis en œuvre dans le pays pour l'inclusion économique de la femme. En première ligne, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. À ses hôtes, la diplomate a fait savoir que ce programme national, initié par la Première Dame Dominique Ouattara, a permis à plus de 300 000 femmes de bénéficier de financements pour un investissement de plus de 58 milliards de francs CFA. Vu l'impact du FAFSI, elle invitera les femmes entrepreneurs de la diaspora établies à Londres
à être des activistes de la promotion de cet outil, d'appui à la femme et d'autres mécanismes nationaux dans le centre incubateur des femmes entrepreneurs, le Fonds Femmes et Développement et le Fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ces programmes, pour atteindre leurs objectifs affichés, doivent reposer sur un engagement personnel et résolu de chaque femme ivoirienne qui doit être prête à s'impliquer et à prendre toute la part qui lui revient dans ce combat de longue haleine à travers une éducation, la formation à l'entrepreneuriat féminin et au programme d'éducation financière, à la mutualisation, au partage d'expériences et au mentorship pour les nouvelles générations de jeunes filles et de leaders féminins. Notre autonomisation passera par une meilleure connaissance de l'accès aux mécanismes de financement, une meilleure structuration de nos initiatives. La conférence débat du jour, avec pour thème Entreprendre avec succès au Royaume-Uni, explorer les opportunités et les secteurs porteurs, a été marquée par une communication de l'écrivain économiste ivoirien Franck Intien-Imbé, auteur du livre de Yuka Economy. Bien avant, elles avaient eu la visite de l'ambassadeur Sarah Amani sur leur lieu d'activité. Une occasion pour ces Ivoiriennes, entrepreneurs à Londres, d'exposer les obstacles et difficultés qui jalonnent leur parcours et d'être assurées du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a effectué ce matin une visite de chantier. Plusieurs projets d'envergure devant modifier le paysage abidjanais et augmenter la capacité d'accueil du personnel de l'administration publique ont été visités. Nadia Edja, Eric Kimo. Au cours de cette visite de terrain, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est arrêté sur les chantiers de l'ex-hôtel Sebroco à Atécoubé et les tours CIF au Plateau, ainsi que le chantier de la présidence de la République. Ces bâtiments, qui bénéficient pour certains de réhabilitation et pour d'autres de construction, sont le reflet du dynamisme économique du pays, mais aussi de bons cas d'école pour les ingénieurs locaux. Ce sont des chantiers modèles, ce sont des chantiers avec tout le contenu qui entoure ce type de chantier, qui part de la sécurisation du chantier jusqu'à la bonne qualité du béton, la sécurisation des intervenants sur le chantier, etc. Donc c'est un modèle qui peut être après répliqué sur d'autres chantiers en Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que ces chantiers sont une bonne école pour nos ingénieurs, pour les jeunes Ivoiriens. Le ministre s'est dit satisfait de la bonne avancée des travaux constatés. Il est revenu sur l'importance de la tour F, qui va s'ériger à une hauteur de 400 mètres pour 75 niveaux. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a besoin, par exemple, de bureaux, même si dans cette tour, nous pensons qu'il pourrait y avoir également des opportunités de location au privé. Mais rien que pour l'État, les besoins aujourd'hui sont de l'ordre de 200 000 mètres carrés. La tour, dans sa configuration actuelle, offrira à peu près 67 000 mètres carrés. Vous voyez, donc nous sommes encore loin de couvrir les besoins du seul État de Côte d'Ivoire. La construction de la tour F s'inscrit comme la plupart des ouvrages publics dans une volonté du gouvernement d'améliorer la capacité d'accueil du personnel administratif de l'administration publique. Il faut préciser que ce sont plus de 4000 emplois directs et des emplois indirects qui ont été créés grâce à ces projets structurants qui donneront fière allure à la capitale ivoirienne. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, était mardi soir à l'Assemblée nationale. Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, il a présenté le tout nouveau projet portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Salif Yalekoué, Joseph Zécré. 20 voix pour, 14 contre, 0 abstention. Ainsi a été adopté en commission le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, présenté par Adama Coulibaly, le ministre des Finances et du Budget. Un texte qui a été l'objet de longues discussions au cours de cette séance. Le nouveau texte présente de nombreuses innovations, à en croire l'émissaire du gouvernement, parmi lesquelles l'encadrement des modalités d'emprunt. Premièrement, c'est une loi qui va encadrer les modalités d'emprunt. Et pas seulement les emprunts d'État, mais aussi tout ce qui est octroi de garantie aux entreprises, aux personnes morales et aux entités qui sont sollicitées ou bien qui solliciteraient l'État. La deuxième innovation,
c'est que désormais, avec cette loi, toute la documentation nécessaire concernant les emprunts vont accompagner en fait la loi de finances. Donc en votant la loi de finances, les députés vont donner en fait leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. Les députés de l'opposition, quant à eux, dénoncent la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. La loi qui nous est donnée, il n'y a aucune norme qui encadre l'évolution du stock de la dette. Encore moins qui nous rassure sur la viabilité même de la dette. C'est pour cela que l'opposition dans son ensemble a voté non. Non, en pensant que le gouvernement va revoir sa copie, parce qu'il le faut. La dette ivoirienne est chiffrée à 25 000 milliards de francs CFA, soit un taux de 58%, alors que le taux admis par l'UEMOA est de 70%. Alors que le taux admis de l'UEMOA est de 70%. Du matériel informatique et bureautique ainsi qu'un laboratoire ont été offerts à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans le cadre du PADES, programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur. La cérémonie officielle de remise de ces équipements a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Ces équipements sont le résultat de la mise en œuvre de la sous-composante pour les contrats de performance, CDP, de la composante 3 du programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur, PADES. Un programme qui vise à apporter un soutien à l'enseignement supérieur en améliorant la pertinence et la qualité des programmes de l'enseignement supérieur, l'employabilité des diplômés, en renforçant les capacités institutionnelles du ministère de l'Enseignement supérieur et des établissements d'enseignement supérieur. Au-delà des contrats de performance, dans le PADES, il y a eu d'autres activités, notamment il y a eu l'accompagnement à la prise de la loi sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, qui a abouti à certains décrets. Il y a également des études qui ont été élaborées pour apporter une aide à la décision dans une perspective de vision de transformation de notre enseignement supérieur. Et je crois que les résultats de ces études, qu'on a jugés tous pertinents, devaient permettre donc, dans les années à venir, d'avoir un enseignement supérieur de qualité. Une action saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui est revenu sur les acquis de l'Université Félix Houphouët-Boigny dans le cadre des contrats de performance. Il y a d'abord une salle de simulation qui a été acquise au profit de l'UFR Sciences Médicales. Il y a des équipements scientifiques qui ont été acquis également pour un certain nombre d'UFR. Et il y a eu la révision des maquettes pédagogiques de certaines UFR. Il y a également la prise en charge de la formation pédagogique des nouveaux assistants recrutés à l'université ici. Et je crois qu'il y a eu en tout 194 bourses qui ont été octroyées aux étudiantes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance de cette université. Ce sont au total plus d'1,27 milliard d'équipements informatiques et bureautiques, dont 497 ordinateurs, 105 ordinateurs portables, 147 imprimantes, 129 vidéoprojecteurs et photocopieurs et 10 risographes qui ont été remis à la première université de Côte d'Ivoire. La colère monte parmi les planteurs de cacao. Plusieurs syndicats devraient entamer à partir de jeudi une grève pour exiger une revue à la hausse du prix du kilo de cacao fixé à 1 000 francs CFA. L'Association nationale des agriculteurs et la centrale syndicale ont déjà annoncé se désolidariser de ce mouvement. Salif Yalekoué, Joseph Zécré. Les responsables de l'Association nationale des agriculteurs et la centrale syndicale, qui regroupe essentiellement des producteurs de cacao, étaient face à la presse. Au menu de la rencontre, des sujets qui minent leur secteur d'activité, notamment la grève projetée dans quelques heures par un groupe de producteurs, dénonçant les prix du kilogramme et l'organisation de la filière. Pour l'Anacassi et la centrale, la grève est inopportune. Face donc à cette atmosphère surchauffée et délétère, nous pensons que cette grève n'a pas sa raison d'être si elle n'est pas politique. Les problèmes de la filière et des producteurs sont bien connus et adressés. Ce n'est que par la gouvernance de la filière avec les producteurs que nous parviendrons à régler les problèmes et non dans les grèves politiques et alimentaires. Nous ne sommes pas associés à cette grève et nos producteurs ne seront pas associés. Je demande donc à toutes les sociétés coopératives et les producteurs de café cacao qui se reconnaissent à nos organisations de vaquer à leurs occupations et se dissocier de cette grève. Bientôt, nous effectuerons une tournée dans les régions pour leur donner
des informations sur les défis et les enjeux de la filière. La Côte d'Ivoire demeure le leader mondial de la production du cacao, avec environ 2 millions de tonnes par an, soit plus de 45% de la production mondiale. Le prix d'achat du kilogramme de cacao auprès des producteurs a été fixé à 1 000 francs CFA pour le compte de la campagne principale 2023-2024, qui a démarré le 1er octobre. Niakara, commune de la région du Hambol, a désormais son commissariat. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a célébré cette inauguration avec des populations enthousiastes devant ce renforcement sécuritaire. Tiemé Dandji. Niakara, commune de la région du Hambol, sur l'axe Katiola-Korogo. La localité érigée en département en 2009, désormais dotée d'un commissariat de police. Aux côtés des populations, enthousiastes pour l'ouverture des portes de l'infrastructure de sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, et ses collègues en charge de la communication et de la transition numérique. Mis en service, ce poste de police de type plein-pied, bâti sur une superficie générale de 4 972 m², d'un coût de réalisation de 343 millions de francs CFA, compte 36 bureaux, une salle de réunion, une place d'armes, 2 cellules de garde à vue et 9 violons. Vont y servir 55 hommes appelés à être intègres et dévoués, en bonne intelligence avec la population invitée, de son côté, à contribuer au renseignement pour plus d'efficacité. La police a besoin de renseignement. La police a besoin d'être soutenue par les populations. C'est ce que nous appelons la police de proximité, que la police vive au cœur des populations en toute complicité. Aidez-le et en retour, à travers lui, l'État vous servira ce à quoi vous avez légitimement droit. Chers collaborateurs, la responsabilité qui vous sont confiées sont très grandes. Vous devez toujours vous rappeler que notre devise à la police, c'est servir. Ainsi, je vous invite à travailler d'arrache-pied, avec dévouement afin de préserver l'image de marque de la corporation. Chers parents, j'exhorte ici chacun de nous à faire preuve de civisme, de responsabilité et de solidarité envers nos forces de l'ordre qui veillent et assurent notre sécurité au quotidien. Par ailleurs, je tiens à rappeler à nos parents la nécessité de respecter les lois et de vivre en harmonie. Fruit du nouveau paradigme, de la gouvernance sécuritaire de proximité dans le pays, ce poste de police équipé d'engins roulants pour une meilleure mobilité s'inscrit dans l'élan national des efforts et actions pour accroître le nombre de structures sécuritaires et des effectifs pour les porter vers les ratios recommandés par les standards internationaux. L'attentat qui a fait au moins 143 morts dans une salle de concert près de Moscou il y a 4 jours a plongé les habitants de la ville dans la peur. Nous avons recueilli le témoignage d'un ressortissant ivoirien étudiant sur place, Mardoché Kwasi. Vendredi 22 mars, Moscou, la capitale russe, est frappée par un attentat perpétré dans une salle de concert au Crocus City Mall. Un acte revendiqué par le groupe État islamique et qui a fait plus d'une centaine de morts et presque autant de blessés. Quelques jours après, les souvenirs de l'événement restent encore vivaces dans l'esprit de cet étudiant ivoirien résidant à Moscou qui a eu la peur de sa vie lorsqu'il a eu l'information par les médias russes. Les pertes en vie humaine, les blessés et tout, c'était vraiment atroce. Et j'ai eu peur, mais j'étais aussi serein parce que la Russie demeure une puissance. L'autorité a mis en place des dispositions. Les contrôles ont été vraiment très renforcés, que ce soit dans les métros, dans la rue et autres. Fort heureusement, aucune victime due à cet attentat n'a été enregistrée parmi les Ivoiriens de Moscou. Tous sont sains et saufs et ont bénéficié de l'assistance des services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie. Depuis cet événement, on a eu les nouvelles de nos compatriotes se portent bien et par la grâce de Dieu, au niveau des Ivoiriens, personne n'était sur ce lieu-là. Mais ils ont été touchés plutôt moral. Je tiens à saluer ici l'initiative prise par l'ambassade dès le communiqué, dès l'annonce de cette attaque-là. Ils nous ont informés via la plateforme de l'ambassade de nous sensibiliser sur les dispositions à prendre et à ne pas fréquenter les lieux publics. Même si la vie reprend progressivement son cours à Moscou, les Ivoiriens de cette cité restent très prudents et évitent les déplacements inutiles et les lieux de grands rassemblements. Plus de 1500 Ivoiriens vivent et travaillent à Moscou, dans la Fédération de Russie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne soirée sur NCI.